puisqu'aujourd'hui nous recevons un grand monsieur de l'université d'Oran. Eh bien, il va nous parler d'un ouvrage et pas des moindres des ouvrages. Alors, c'est monsieur Sidi Mohamed Lakhdar Barka qui est présent avec nous. Il est professeur à l'université d'Oran 2. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Très bien, et vous? Alhamdulillah. Alors, vous avez été le modérateur du forum qui s'est passé hier même au CRASC, puisque ça concernait le grand, l'unique de la chanson Chabi, c'est Cheikh El-Hajj Mohamed El-Anqa. Alors, cet ouvrage a été fait par et réalisé, écrit aussi, dont l'auteur, c'est monsieur Abdelkader Ben Damesh. Et bien voilà, l'ouvrage, j'espère qu'on aura une image rapprochée par notre réalisatrice Fatima Tahri. Donc voilà l'ouvrage. On va parler un petit peu de ce grand homme qui a fait, voilà, qui a d'ailleurs, qui a transmis cet art ancestral, cet art traditionnel, cet art algérien aux générations, d'ailleurs, où la musique chabi maintenant qui a sa place, une très grande place au sein même des Algériens, au sein même des quartiers, parce que la musique chabi, c'est chabi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bon, je ne peux pas remettre en cause votre présentation et je pense que l'intérêt du CRASC à inviter le professeur Abdelkader Ben Damesh, c'était de donner l'occasion aux jeunes chercheurs du CRASC et aux passionnés, aux mélomanes, l'occasion de voir quel est le processus extrêmement complexe de transférer un patrimoine immatériel, oral, vers un patrimoine écrit, graphique par l'écriture et iconographique par la photo. On a là un excellent ouvrage qui est une somme de données sur des événements qui ont accompagné le portrait et la vie je pense qu'aujourd'hui on considère que c'est le maître du Chabi en Algérie, le Hajj Mohamed El-Anqa, dénommé ainsi l'Anqa qui veut dire phénix, par son maître et mentor, le Hajj Mustafa Nador El-Meddah. Cet ouvrage est dans le format beau livre. Les pages sont en papier lisse avec une photo en fondu du profil classique du maître et les pages représentant les photos sont en papier glacé. C'est un ouvrage de luxe. Oui. Et je pense que le contenant de luxe, sincèrement, vaut le contenu, c'est-à-dire ce qui est présenté dans cet ouvrage. Alors, est-ce que l'auteur a parlé justement de Cheikh Mohamed El-Anqa en tant que personne ou alors en tant qu'artiste? Parce que les deux ne sont pas pareils. Oui. Alors écoutez, je pense que la signature des grandes personnalités, et le Hajj Mohamed El-Anqa en était un, c'était une personnalité transcendante. On ne peut pas séparer le vécu, la quotidienneté de leur conception de l'art. Donc qu'est-ce que cet ouvrage, il se décline en gros en trois parties. Bon, il y a une partie très importante quantitativement, les statistiques. C'est quand même un ouvrage de 450 pages, 454 pages, qui est écrit les 253 pages en français qui se lisent bien sûr de gauche à droite, et le corpus de l'œuvre de Hajj Mohamed El-Anqa en arabe, elle se lit bien sûr de droite à gauche et c'est 198 pages. Ah, voilà. Alors en plus, vous avez en plus de la transcription graphique par l'écriture, vous avez aussi le parcours iconographique du maître. En général, il est considéré comme le maître, il est appelé le maître, l'Anqa. Et ce parcours iconographique est composé à peu près de 69 photos sur papier glacé, sont magnifiques, qui partent de 1929 à l'âge de 22 ans jusqu'à 1976
environ 2 années avant sa disparition. Oui, parce qu'il est décédé en En 1978. Voilà. Alors, la première partie, elle est composée essentiellement de le portrait et la vie Justement, c'est ce du que- maître, Oui. et elle est suivie des témoignages. Alors, si vous voulez, l'intérêt pour le CRASC d'inviter l'auteur de cet ouvrage, le professeur Abdelkader Abdelkader Ben Ben Damesh, c'était de montrer quelles étaient les difficultés et les étapes très très complexes de transférer un patrimoine oral vers un patrimoine écrit, pérenne, tangible, qui puisse être transmis aux générations suivantes. Le problème, c'est que dans ce cas particulier, il faut faire attention à ne pas sombrer dans la fiction en étant trop motivé, trop émotionnel, et d'un autre côté à ne pas sombrer dans la description, je dirais, indigente, qui serait peut-être du journalisme, mais tout simplement une façon de donner une série de faits divers, comme dans les rubriques divers. Donc l'exercice, c'est de rester entre les deux, de faire du funambulisme et de s'assurer que ce que l'on va transmettre est vrai, est authentifié. Et il y a un travail dans cet ouvrage, il y a un travail, les sources sont référencées. Justement, c'est parce sérieux. qu'il y a un grand travail de recherche. Hein. Il y a un grand travail de recherche. Cet ouvrage arrive bien sûr après d'autres publications par le professeur Abdelkader Ben Damesh. Il a fait alors son exercice, si vous voulez, le plus difficile a été de transcrire en 3 tomes l'œuvre de Sidi El Khadr Bakhlouf. Ah oui. Et il a mis 7 années à faire cela. Donc, dans la tradition orale, surtout quand elle vient du XVIe siècle, parce que c'est Sidi El Khadr Ce n'est Bakhlouf, pas évident, il y avait parler pas de ce grand d'enregistrement à homme, l'époque, et il fallait Melchoun. s'assurer de faire le distinguo entre ce qui est vraiment authentifié par l'auteur, Sidi El Khadr Bakhlouf, et ce qui est attribué à cet auteur. Il y a un travail sérieux de lexicographie qui a été fait, et cela lui a demandé environ 7 années. Ça a été, je pense, un excellent exercice pour les ouvrages qui ont suivi. Il a consacré un ouvrage du même type à un autre chanteur, à Ammar Zahi, du Chabi aussi, qui apparemment n'a pas, disons, la gloire que certains ont eue, pour des parcours tout à fait particuliers. Et pour les jeunes chercheurs du CRASC, c'est une façon de voir qu'un ouvrage comme ça, c'est quand même une compilation de catégories méthodologiques. Et tous ces jeunes chercheurs, la plupart sont appelés justement à aller dans le pays, recueillir des témoignages et s'assurer, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des critères, s'assurer que ces témoignages correspondent à la réalité, ou alors ça se rapproche le plus possible de la véracité, et qu'il n'y ait pas de fiction ou d'invention à propos des sujets qu'il traite. Alors aujourd'hui, c'est un grand maître du Chabi, c'est le père du Chabi, dont la vie d'ailleurs ne peut pas être séparée de son contexte, la Kasbah. Ah bah oui. Ah oui, parce que c'est un style musical propre au Chabi, on va dire c'est Chabiya. Oui. Donc Chabiya, ce sont les quartiers, ce sont les villes éloignées, ce sont les... Vous savez, il y a eu un parcours avant d'arriver à la nomination du terme Chabi en tant que substantif, en tant que nom. Au début, c'était Erani Chabiya. Et Erani Chabiya pouvait inclure le bedoui, le moderne. Oui. Voilà. Et c'est tout un champ. En fait, techniquement, c'est un genre. Et à la réflexion, les différentes instances gérant le patrimoine immatériel au niveau du ministère de la Culture ont travaillé sur les différents genres qui se sont présentés et ont décidé de le considérer comme étant Chabi, dans lequel il y aurait d'autres genres de Chabi qui seraient peut-être pas d'Alger, mais d'Oran, etc.,
c'est le cas. D'ailleurs, c'est le cas à Mostaganem. Donc, on trouve ce style musical un petit peu partout en Algérie, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Abdelkader Ben Damash a été, le Hajj Mohamed Al-Anqa était très proche de Cheikh Al-Khaldi à Mostaganem. Il était en contact en permanent pratiquement avec lui. Et Al-Khaldi, c'est aussi un autre genre de... C'est le Bedoui, c'est le Melhoun. Voilà. C'est le Menhoul. Voilà. D'ailleurs, c'est la base de... relève vers du chant poétique considéré comme Melhoun. Voilà. Donc là, quand j'ai ouvert d'ailleurs l'ouvrage, et puis je suis tombée sur un chapitre donc, dont l'intitulé est l'environnement artistique d'Al-Anqa. Oui, alors l'intérêt, une des catégories d'ailleurs méthodologiques de cet ouvrage, c'est qu'il y a à peu près, il y a exactement 106 notes de bas de page. Les notes de bas de page, ce sont des textes qui accompagnent le sujet qui est traité sur la page. Et l'intérêt de ces notes, c'est qu'ils donnent des biographies brèves, à peu près entre 15 et 20 chouyours, ses maîtres, ses contemporains et les disciples qui ont suivi. Et je pense que là, on a pratiquement l'élaboration d'un contexte qui fait qu'on peut éventuellement développer une arborescence du genre, non seulement par rapport à d'autres chouyours du genre, mais aussi peut-être par rapport à d'autres régions, à d'autres personnalités, à d'autres types. Et il faut bien sûr garder à l'esprit que dès l'instant où c'est un patrimoine oral, il est appelé à avoir une dynamique, il va évoluer, et c'est bien de connaître d'où ce patrimoine vient et d'avoir des référents pour tous ceux qui vont en prendre les disciples, qui vont prendre la charge de le transmettre, éventuellement même de le réinterpréter et de le faire évoluer, peut-être dans des directions de le moderniser. D'une certaine façon. C'est ce que le Hajj Mohamed Al-Anqa a fait lui-même, en introduisant des instruments de musique. Des instruments de musique. Bon, lui était à la base, il était percussionniste. Exactement. Il a développé le rythme de la bouka. D'ailleurs, dans les documentaires sur sa vie, il met à sa droite Alilo, son dreb qui plus proche, qui donnait comme un métronome, qui donnait le mizan, le rythme, d'accord. Et ensuite, il a introduit, bien sûr, il a fait confectionner à sa mesure, à titre personnel, un luth qui s'appelle le mandol, et à partir de là, d'autres disciples vont demander le même type d'instrument. Cet instrument va certainement introduire de nouvelles harmonies et aussi peut-être d'autres types de mélodies qui n'étaient pas liées directement au luth ancien tel qu'il est conçu. Et ça, en soi, c'est un innovateur dans ce sens, et c'est pour ça que, à la limite, par son parcours particulier, par sa grande piété, et aussi sa grande humilité, c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui souvent a joué sans être payé. En donnant, par exemple, pour le Mouloudia, quand il a fait le grand concert pour le Mouloudia, tout l'argent, il y avait eu beaucoup de monde, tout l'argent qu'ils ont collecté, il l'a offert au club de Mouloudia d'Alger, qui ensuite lui a offert un pèlerinage gratuit dans un bateau qui s'appelle Mendoza. Et puis il y a une chanson. D'ailleurs, il y a une chanson sur le Mendoza. Ou le Mendoza qui raconte ce pèlerinage. Donc, cette capacité d'innover, c'est un poète. Il écrit son premier poème en 1900, poème très beau, le Shawq, écrit en 1932. En 32, il a 24 ans. Voilà, c'est ça, 24 ans. Et il n'a pas cessé d'écrire. Et il a aussi coécrit un très très beau texte, c'est Subhanallah ya Latif, avec Mustafa Toumi, qui est aussi devenu pratiquement un texte qui est très lié à sa vie, parce que c'est un texte dans lequel
je dirais, il fait allusion, il stigmatise l'arrogance des jeunes et des gens qui n'ont pas trop de respect pour la sagesse et pour les valeurs culturelles pour leurs aïeuls pays. aussi. Et là où il est devenu pratiquement lui-même une icône nationale, c'est quand il a écrit Alhamdulillah, d'ailleurs il a... qui est devenu un hymne culturel. Effectivement, d'ailleurs il a interprété pour la première fois le 3 juillet 62. Exact. D'ailleurs, D'ailleurs, et c'est devenu et ensuite, une chanson... c'est repris chaque année, c'est repris par la RTA et c'est pratiquement lié à la célébration de la liberté, de l'indépendance. Et l'indépendance, surtout que c'était un homme engagé envers son pays. C'est ainsi qu'il est devenu lui-même une icône nationale et représentative de la culture. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Ce fut un plaisir de vous écouter parler de ce grand maître du Chabi, qui est d'ailleurs Cheikh El-Hajj Mohamed El-Anqa. D'ailleurs, on ne peut l'oublier de toutes les façons. Il a tellement transmis des choses magnifiques, des notes musicales incontournables. C'était un grand transmetteur. C'était un enseignant. Il tenait absolument à former beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, on parle d'une école al-Anqiya, d'un style anqiste. C'est comme ça qu'on commence une tradition dans le genre. Très bien. Merci beaucoup d'avoir intervenu.